Alors, question idiote, parce que j'aime bien commencer par les questions idiotes, il le sait. C'est quoi le plus facile pour vous, l'ukrainien ou le langage SMS? Je crois que le langage SMS est plus simple pour moi, malgré. Ah, quand même. Ah ouais, malgré. J'y travaillais, le langage SMS. Non, c'est plus simple, je crois. C'est plus simple, mais c'est vrai que c'était une des grosses difficultés du film, le mélange des langues, pas seulement l'ukrainien. On a tourné en Bulgarie, donc le bulgare, l'ukrainien, les gens avec qui on parlait en anglais, les gens, c'était compliqué. Quel bruxellois un peu? Oui. Donc t'as imposé ton bruxellois ou t'as évité quand même? Ben, en général, sur un tournage, si je sens que je suis vraiment pas drôle entre les prises, je prends l'accent belge. Et si là, je fais encore pas rire, je suis très déprimé. Quoi. Dans Les Revenants, t'as pas pris l'accent belge quand même? Ah non. Ah non. Non, ce serait... Mais tu es formidable avec l'accent belge. Je suis formidable avec l'accent belge. Bah, c'est pas un rôle de composition, quoi, c'est la grande différence. Quand tu prends l'accent, tu vois? Donc quand toi tu prends l'accent, quand moi je prends l'accent, personne ne s'en rend compte. Quoi, parce que, bon. C'est un grand film sur la transmission, comme le précédent d'ailleurs. C'est un sujet récurrent. Oui, sans doute. Ça, c'est un truc qui doit me travailler quelque part. C'est vrai moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, mais tout le monde m'a dit. Et c'est vrai, je crois qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui ont à voir avec le précédent. Même si peut-être il y a quelque chose qui est un peu plus dramatique à un moment donné, j'en sais rien. Enfin, je suis mauvais juge, mais oui, je suis sensible à la transmission et je suis sensible aux gens qui n'ont pas d'intérêt direct, c'est-à-dire les grands-parents et les petits-enfants. Enfin, j'aime bien ce rapport qui dans la vie c'est un peu comme ça quoi aussi en fait. Et puis là je trouvais, quelque chose qui me touche aussi énormément finalement dans cette histoire personnellement, c'est que c'est une môme qui découvre qui elle est et qui découvre la culture de son pays à travers des étrangers. Moi, je dis souvent, la moitié de ma famille est italienne, un quart juive, polonaise et ukrainienne, et j'ai une grand-mère française. Donc voilà, c'est un truc qui m'est cher. Il s'est trouvé qu'avec ma femme qui est ukrainienne, tout d'un coup, on a écrit cette histoire inspirée de ma belle-fille. Et partant de là, et je m'y retrouve en fait dedans. Enfin, je crois que c'est toujours ça, quoi. On écrit des histoires, et puis à un moment donné, c'est une manière de remettre des choses qui nous sont chères à l'intérieur. Justement, la vision des choses qui est à la fois une vision forcément ukrainienne d'un côté et la tienne, ça donne quoi comme Mais je pense vision, pas que une vision plus plurivisionnaire ou... Ouais, je crois. Enfin, c'est très curieux parce que par exemple, il y a des trucs. Irina me disait, ma femme et scénariste du film, me disait ouais, c'est vraiment une vision d'occidental. Par exemple, les poules dans l'appartement de Nina. Et quand on a fait la post-synchro à Kiev, il y a un type qui dit ah mais oui, quand il a vu les poules arriver à l'image, il dit mais moi ma voisine elle a une chèvre. Je lui dis merde, j'aurais pu mettre une chèvre et je l'ai pas fait. Donc j'étais en dessous de la vérité. Mais c'est pas un film ukrainien, c'est un film d'un Français clairement et d'une Française et toute cette famille est française, mais plongée dans un autre monde, dans un autre univers. Et je trouvais ça assez excitant de tenter de faire une comédie au milieu des événements, de l'histoire, et en même temps de rigoler de tout ça quoi. Et quelque part, l'histoire vous a rattrapé parce que l'histoire nous a bien rattrapé, oui. L'histoire nous a bien rattrapé, on devait tourner en Ukraine, on a commencé les repérages en décembre 2013 là-bas, et puis bon, les événements se sont enchaînés, il y a d'ailleurs des événements dans le film qui sont ceux qui se sont passés il y a un an tout juste, et à un moment donné on s'est dit, ou bien on délocalise le film, enfin on raconte l'histoire ailleurs, mais ça n'avait pas beaucoup de sens, parce qu'on devait changer plein de choses, et encore une fois, moi je me méfie toujours quand on commence à changer un truc, enfin à un bout d'un moment on fait plus le film qu'on avait envie de faire au départ. Et puis on a eu une grande discussion avec ma scénariste Irina, avec mon producteur, et où, voilà, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait et moi je peux pas faire comme s'il ne se passait rien dans ce pays, ça me semble absurde, et en même temps, c'est vrai que si on intègre des choses sans changer l'histoire du film pour autant, ça raconte le film qu'on voulait faire, c'est-à-dire quelqu'un qui tout d'un coup est embarqué dans le flot de l'histoire, dans autre chose que Gala, oups et voici quoi. Avoir de nouveaux camarades de jeu, parce qu'il y a énormément d'acteurs locaux, j'allais dire, enfin ukrainiens et tout ça. Il y a une autre façon de jouer ou une universalité du jeu quelque part? Où on a l'impression qu'il y a des trucs. C'est comme quand tu vas dans un autre pays, c'est vrai que tu as toujours un peu d'une appréhension de comment tu dialogues avec les gens peut-être différemment. Après, moi le personnage est déjà intégré dans le pays, et puis voilà, mais. Et l'acteur il s'intègre comment? J'ai surtout des scènes avec Zoé finalement. Ouais, heureusement. Voilà, donc j'ai pas non plus. Mais il y avait des scènes avec. Non, dans la boucherie. Oui, non, il y avait quand même. Non, il y avait quand même avec les autres acteurs, c'est toujours c'est une manière d'être en contact avec les autres cultures, de voir, je sais pas, moi je sais que le soi-disant, enfin le méchant entre guillemets avec qui je jouais, il avait un physique quand même. Un physique
truc que tu pourrais. Enfin, tu vois, qui était quand même typique de. Je sais pas s'il est ukrainien lui ou il était bulgare. Non, il est bulgare. Il est bulgare, mais enfin de l'Est. Quoi, il est bulgare, il parlait russe couramment. C'est ça, il parlait russe, alors c'est pour ça. Ouais. Donc, très impressionnant dans son jeu aussi. Tu sais pas calibrer vraiment les voilà, c'est différent. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant de tourner avec des. De toute façon, moi je fais ce métier pour ça, hein, pour rencontrer des gens différents, déjà des gens différents, même s'ils sont français ou belges. Et puis là, c'est encore plus exotique. Et se retrouver avec une actrice totalement néophyte, on sent un petit peu mentor, papa ou camarade de jeu avec Zoé, je veux dire. C'est vraiment pas mon credo. mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'avais envie d'être bienveillant. Et puis j'ai pas eu à me forcer parce que c'était vraiment une belle personne que j'ai rencontrée aussi. Et c'est vraiment une belle personne, vraiment. Et en plus, une actrice très naturelle, donc il n'y avait pas vraiment. Je pense que le conseil à donner, c'est plus d'exister le plus naturellement et de lui montrer que ça peut être ludique, que c'est un travail quand même qui peut être compliqué à des endroits, mais qui, moi je trouve, moi j'aime bien l'aspect ludique de notre métier. Je crois qu'on peut faire des choses fortes ou dans la légèreté, quoi. Donc ça a été assez agréable et simple avec elle. Et il y a une chose qui est étrange, parce que je regardais un peu ta filmographie. Tu étais sur Clara et les Chic Types où il y avait une certaine Isabelle Adjani. Là, tu retrouves la nièce, c'est assez étonnant, quoi. Oui, mais j'ai même fait plus que Clara et les Chic Types. J'ai été le premier assistant de Patrice Chéreau sur La Reine Margot. Ah bah c'est vrai, oui. Donc j'ai côtoyé assez longtemps Isabelle et j'ai retrouvé sa nièce. Alors en fait, à un moment donné, une amie, à l'époque où on était en plein casting, ça a duré 6 mois, etc., m'a parlé d'une jeune fille qu'elle avait croisée, qui était la nièce d'Isabelle. On n'a plus de nouvelles et puis on l'a recontactée par Facebook. Enfin bref. Et puis elle avait envie de passer des essais, elle en a passé une première partie à Marseille, puis pas à Paris. Et puis voilà, et puis petit à petit, c'est comme il y a eu un carré de 10, ensuite de 4, de 3, et puis on a trouvé qu'elle pétait l'écran et on a eu envie de faire le film avec elle, quoi. Et son papa, il est plus comédien? Non, parce que je me souviens de lui. Son papa est décédé il y a. Ah, il est décédé. Oui, il y a un certain nombre d'années. Et elle vit avec sa maman, Virginie Vallat, ses grands-parents dans le Midi, et elle veut faire du théâtre. Et moi, quand je l'ai rencontrée, elle était en seconde théâtre. Et c'est ses premières armes au cinéma, quoi. Alors elle a un beau-père qui est steadicammer, donc elle a quand même une habitude elle a déjà vu des plateaux de cinéma et tout, mais on a tous, je crois, avec Jonathan, été ahuris de son aisance, de sa facilité, et en même temps de l'écoute qu'elle avait des autres. C'est-à-dire que quand on lui faisait techniquement, mais aussi sur le plan du jeu, et aussi sur le plan de l'échange avec ses partenaires, etc. Elle a compris où étaient les enjeux, où il fallait qu'elle soit là, où on avait besoin d'elle. Et je trouve que cette prescience de tout ça si jeune, c'est incroyable, quoi. Et on arrive comment dans le projet? C'est le scénario, c'est le metteur en scène qui vous donne envie de faire le film, c'est l'histoire? En premier, le metteur en scène, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Paulette et que j'aimais bien justement le fait que. Enfin, je trouve que c'est assez rare les comédies sociales, les comédies noires, qui sont ancrées dans la réalité et qui ensuite gonflent. Je sais pas si c'est gonflé. Mais voilà, je trouve ça assez rare en France. Donc déjà, le scénario était quand même dans la même patte. Et du coup, voilà, donc j'avais envie de participer au film. Et puis voilà, jouer un bourrin, boucher, tout ça, c'est quand même le rêve. Hein. Je veux dire, bon, c'était un peu moi. Là, je crois que c'est le. Voilà, je vous dis. Tu penses que tu peux pas aller plus loin dans le bourrin, quoi? Non, mais même. Non, mais après ce film, moi, je mise tout sur ce film parce qu'il est important pour moi, parce que là, je me retiens dans la campagne. Vraiment. Une doucherie. Ouais, exactement. Je vais arrêter parce que j'ai beaucoup de respect pour les artisans, faut que je le dise, parce que je vais me faire prendre un coup de boule. Parce que d'un seul coup, je me disais, tu es en train de perdre toute la profession bouchère d'un seul coup. Non, exactement. En plus, je me dis, à la fin, parce que c'est vrai que c'est drôle, boucher, je me dis, est-ce qu'eux-mêmes, à mon avis, se partent de leur métier quand même. Je pense que quand tu dragues une fille, que t'es bouché, à un moment, tu dis, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je travaille dans la viande. Non, mais c'est vrai que dans les métiers de bouche. C'est un truc important dans le film, c'est que ce type n'arrive pas à bosser. Enfin, il a un petit job minable en France et il a réussi en partant là-bas, quoi, d'une certaine manière. Et en même temps, il est dans un pays où les lois, les règles, les machins sont plus flous, on va dire. Et enfin voilà, ils sont tous accrochés, oui, à une réalité de sociétale, on va dire. Et ceci dit, quand je lui fais goûter ce prosciutto à ma fille, par exemple, c'était très très bon ce prosciutto. Il était très bon. C'est de la bonne viande. Vraiment, t'es intégré dans le rôle, toi. Tu défends la profession avec. Tout à fait. Ou tu essaies de te rattraper après ce que t'as dit juste avant, mais bon. Aussi. C'est tout mélangé.
Par contre, il y a une chose qui est fascinante, je trouve, là-dedans, c'est la confusion idéologique de ces gens. Ils sont à la fois nostalgiques de l'Union soviétique, en même temps ils veulent détruire le système qui a été produit là-dedans. Ils viennent d'un milieu matérialiste, mais moi, je crois dialectique, et de l'autre côté ils ont des croyances religieuses, et même plus que religieuses. C'est ça. De toute façon, ça a toujours été le cas. Après, elles ont été étouffées par le communisme à une époque, etc. Mais c'est ça qui frappe les gens. Et c'est un truc qui nous a frappé quand on est allé à Maïdan au début, quand on repérait, etc. C'était la fête de l'UMA, quoi. C'était très bon enfant avant qu'il y ait les événements dramatiques de la fin février. Et c'est un mouvement vraiment populaire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des babouchkas qui préparaient à manger, on n'a rien fabriqué. Et tout le monde a une culture russe, a une culture soviétique même, je devrais dire. Et c'est tellement vrai. Enfin, Irina, ma compagne, elle parle russe avec sa mère, pourtant elle habite Kiev. Et donc tout d'un coup, cette espèce de... Maintenant, on a l'impression que c'est une guerre entre les Russes et les Ukrainiens, ou les méchants Ukrainiens un peu néofascistes, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est un vrai mouvement populaire qui... Je pense que c'est la classe moyenne qui, à un moment donné, s'est sentie flouée, s'est retrouvée dehors dans la rue, a soutenu ce truc-là, jusqu'à renverser le président. Après, l'histoire qui est en train de se dérouler en est une autre. Le film s'arrête avant ça. Mais oui, c'est un truc qui est... Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont interrogé là-dessus, mais comment ça se fait qu'ils sont attachés à ces valeurs parce que je dis pas, c'est les valeurs de leur histoire, parce que c'est de leur culture, parce qu'ils ont des fils, des enfants qui sont morts pour ça, parce que voilà. Et en même temps, aujourd'hui, ils sont les Ukrainiens en guerre contre les Russes, et en même temps, c'est un truc très compliqué. Et en même temps, ils parlent russe entre eux, et en même temps, voilà, quoi. D'ailleurs, dans le film, il dit est-ce que tu parles russe? Ils disent pas est-ce que tu parles ukrainien. Oui, toujours. La langue usitée dans les familles, etc. Alors maintenant, comme il y a tout ce nationalisme qui s'exacerbe à cause de l'occupation, il y a l'ukrainien, mais c'est une langue qui est parlée à l'ouest. Mais à Kiev, tout le monde parle russe, quoi. Et encore une fois, Irina, avec sa mère, avec son frère, etc., elle parle russe, elle parle pas ukrainien. Bah ouais. Il y a une vraie différence entre les deux langues, j'avoue. Il y a une vraie différence, paraît-il, qui est à peu près comme l'espagnol et le portugais, ce qui fait quand même, ça fait une certaine différence. Qui fait quand même une certaine différence. Et la Bulgarie, ça t'est tourné en Bulgarie, donc c'est ça? Oui, on était à Sofia. Et ça ressemble à quoi, la Bulgarie? En fait, ça ressemble, c'est assez charmant. Pendant un mois. Au bout d'un moment, après il y a une saturation. Moi je l'ai décrit, alors c'est pas très gentil pour les Bulgares, et en même temps je trouve que c'est assez... Enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est en fait tu as toujours une rue que tu penses que cette rue va t'emmener dans un endroit incroyable, et cet endroit n'arrive jamais. Mais la rue est super en fait. Donc tu vois, il manque la grande place comme à Bruxelles, tu vois. Il n'y a pas l'endroit qui finit toute la ville. Mais c'est super charmant quand même, à part ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est un petit pays assez provincial. Ouais. Moi, c'est vrai que je leur suis reconnaissant. Ils m'ont accueilli ici, ils m'ont permis de faire ce film qu'on n'aurait jamais fait sinon, quoi. Donc, je suis assez sensible à toute l'équipe, et je pense au producteur local, SoFilm, qui est un Français qui est allé là-bas, mais toute l'équipe bulgare qui était là-bas, ils ont permis. Maintenant, c'est vrai que ça a été d'ailleurs une des difficultés, c'est que Kiev, c'est une ville énorme et gigantesque, et Sofia, c'est une ville de province, quoi. Moi j'avais l'habitude de dire que Limoges à côté c'était New York, et c'est à peu près ça. Et donc on a reconstruit les choses, on les a truquées, mais c'était une des difficultés du truc, c'était d'essayer de donner la dimension de cette ville, de ce qui se passait là, dans un truc qui était quand même une petite ville de province. On a tourné aussi à côté, à 20 km de Sofia, à Pernik, qui était le bastion communiste, où il y avait des décors comme on en cherchait, etc. Mais voilà, ça n'a pas été simple. Une question, parce que sinon je vais me faire engueuler. Est-ce que le métier de réalisateur de clips, c'est une possible sortie, parce que vous avez des clips d'une teneur absolument surréaliste? J'en sais rien. Je pense que MTV va jeter sur vous. J'adorerais. Je me suis beaucoup amusé à les faire, et je trouve que c'est une partie importante du récit, même si c'est assez surprenant, parce que je pense que ça raconte ce qu'il y a dans la tête de cette... Et moi, j'ai quand même passé 1 an à avoir 15 ans dans ma tête, ce que j'ai trouvé assez drôle et assez amusant, et ça permettait de raconter ça. J'ai dû convaincre des gens au début, parce que tout le monde n'était pas aussi enthousiaste sur ces clips et ces rêves qui existent à l'image, mais
croyait dur comme fer que c'était important, puisque c'est même à travers ses rêves qu'on voit le mouvement qui se passe dans la tête de cette adolescente. Et voilà. C'est un côté maoïste. Puis on s'est amusé à les faire qu'on arrive. C'est le retour de Godard en plus. Hein, voilà, il y a aussi le retour de Godard dans la dernière partie du film. Ah non, mais vous avez fait du Godard, hein. C'est la chinoise, certains clips quand même. Ouais, peut-être, c'est vrai. Et puis il y a Godard dans le film aussi. Ah bah. Le Gai Savoir. Exactement. Bah, je vous remercie parce que je crois qu'on vous attend. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis c'était un super Merci moment. bien. Merci.